Réussite au féminin. Bienvenue à Réussite au féminin, Sylvie Dubreuil avec vous. Aujourd'hui, mon invité est un entrepreneur créatif, passionné par l'audiovisuel et l'aventure. Il a travaillé dans différents pays et visité près d'une trentaine. Réalisateur, concepteur, photographe, scénariste, infographiste et organisateur du Dîner en Blanc en Amérique du Nord, un homme ouvert à la découverte du monde et créateur de ses succès. Aymeric Pasquier, dans un instant. Bienvenue Aymeric Pasquier. Merci, bonjour Sylvie. Ça va bien ? Oui, j'aime entendre des portraits comme ça. Je ne suis pas habitué tous les jours. J'aimerais me mettre un disque me présentant de cette manière. Eh bien écoutez, on va continuer toute l'émission comme ça justement. Alors en préparant l'entrevue, je lisais votre biographie. Vous êtes vraiment un globe-trotter, en plus de développer vos talents dans l'audiovisuel. Ce qui m'a vraiment étonnée dans votre parcours, c'est que vous avez effectué un stage en Espagne en tant qu'ouvrier fabrication de containers, puis aujourd'hui réalisateur-concepteur. Comment peut-on passer de fabrication de containers à organisateur d'événements, réalisateur? Vous avez été également directeur de restaurant. Alors c'est vrai que ça semble un peu rocambolesque comme parcours, mais c'est plutôt déconstruit dans la chronologie. Et il faut prendre en considération le contexte. J'ai fait une école de commerce. Et une école de commerce, c'est souvent fait pour des personnes qui ne savent pas quoi faire dans la vie et qui ont des parents qui ont les moyens de leur offrir ça. Alors j'ai eu cette chance-là et l'avantage d'une école de commerce, c'est qu'on touche à beaucoup d'univers, beaucoup de secteurs d'activité et on commence à la base. Ça, c'est le principe. On commence à la base dans les stages, donc on fait le plus pénible des travaux, juste pour savoir ce qu'on ne veut pas faire dans la vie déjà. Et c'est vrai que ce premier stage en entreprise, sous le soleil de Valence, en Espagne, a été plutôt formateur et m'a appris rapidement que c'est vraiment pas dans ce domaine-là que je voulais travailler et surtout pas dans ces conditions. Alors, c'était très formateur pour beaucoup de choses. Peut-être que ça a influé un petit peu mon parcours plus tard, mais c'est surtout mon niveau de langue, l'apprentissage de la langue, la découverte des pays, du voyager. Donc ça, c'est formateur sur beaucoup de plans. Voilà. Et puis par la suite, j'ai continué cette école et j'ai pu faire des stages de vente, des stages à l'international, des stages chez IBM. Donc, j'étais pas toujours dans un contexte aussi difficile que celui des usines de production. Voilà, donc le hasard a fait en sorte que à la sortie de mon école, mes parents ont acheté en fait une villa qui avait un restaurant qui était là depuis 30 ans. Cette villa avait la bonne idée de se trouver sur la Côte d'Azur, les pieds dans l'eau, donc entre Cannes et Nice, un endroit qui est vraiment pas répugnant. Situé donc en France. Situé en France et proche de l'Italie. C'est un endroit qui s'appelle le Cap d'Antibes. C'est un endroit privilégié qui est juste à côté de Cannes et qui est entouré d'hôtels de luxe. Alors évidemment, le niveau gastronomique est en conséquence et on ne pouvait pas se permettre de faire un petit snack. Donc soit, en fait, mes parents utilisaient cette villa-là simplement pour leur villa secondaire ou effectivement, ils continuaient l'activité du restaurant. Et puis moi, comme je sortais de l'école de commerce, ils m'ont dit « Est-ce que ça t'intéresse de t'en occuper ?» Et c'est comme ça que j'ai travaillé 2 ans dans la restauration, ne sachant absolument pas ce que ça impliquait. Donc j'ai dit oui, les yeux fermés, puisque c'était une très belle opportunité. Et surtout un travail saisonnier. Donc pendant 6 mois, on travaillait comme des fous. Mais pendant 6 autres mois, on voyageait ou on faisait autre chose de notre vie. Alors quand on est jeune, c'est intéressant comme formule. Et donc voilà, j'ai fait un autre stage dans les Canaries, donc en Espagne, les îles Canaries qui se trouvent en face de l'Afrique. Et pendant 1 mois, j'ai fait un peu tous les différents postes dans un endroit qui roulait beaucoup, ne connaissant absolument rien à la restauration. Et j'ai appris énormément, mais pas assez évidemment pour affronter et gérer un établissement comme celui-ci. Donc la première année dans le restaurant à Garoupe Beach, puisque c'est le nom de l'endroit, la plage de la Garoupe.
au Cap d'Antibes, eh bien, ça a été toute une aventure, ça a été sans doute des épreuves, une des fois où j'ai travaillé le plus dans ma vie. Et ma mère est venue me rejoindre en même temps pour travailler avec moi. Donc, on était deux de la famille à travailler ensemble. Et ça m'a permis également de la connaître dans un autre contexte, de connaître ma mère sous une forme, je dirais, plus intime, on partageait tout. On était 15 heures, 16 heures tout le temps ensemble dans des conditions de travail qui étaient très très dur, très intense, malgré que le cadre était incroyable, hein, il faut bien l'admettre. Mais voilà, j'ai découvert en fait ma mère, et sans doute elle a découvert beaucoup de moi à travers cette expérience-là, et on conserve j'ai envie de dire, des relations un peu différentes peut-être maintenant. Alors, qu'est-ce qui vous a tourné vers l'audiovisuel aujourd'hui ? Bien, en fait, au bout de 2 ans de restauration, je me suis dit que c'était la belle vie, 6 mois de travail et 6 mois de vacances, mais c'est pas ce que je voulais faire dans la vie. Et je m'imaginais mal, 10 ans plus tard, toujours dans ce domaine-là. D'ailleurs, la plupart des gens qu'on croisait dans le domaine de la restauration n'avaient pas de vie de famille, tout simplement. C'est très difficile d'avoir une vie équilibrée et de travailler dans ce domaine-là, à plus forte raison dans le domaine saisonnier. Alors, je me suis dit, bon, j'ai 27 ans, il faut que je prenne tout de suite le taureau par les cordes et que je me dirige vers ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime ? J'ai eu la chance de naître dans un environnement où je peux me poser cette question-là et décider, en ayant l'appui quand même de mes parents, sans m'inquiéter de ce qui va se passer. Et donc, la télévision, les vidéoclips me hantaient depuis un moment, depuis que j'étais dans mon école de commerce. Donc, j'ai encore changé de voie. Et je me suis dit que pour changer de voie de manière autonome, comme ça, sans utiliser les contacts et les réseaux familiaux, puisqu'on n'avait absolument personne dans la famille qui travaillait dans ce domaine-là, bah, ça serait plus simple dans un nouveau pays. Et donc, j'en ai profité pour aller voir comment ça se passait au Québec, puisque à chaque fois que je rencontrais des Québécois en voyage, ils étaient adorables et puis me donnaient une très bonne image de leur pays. Donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas le Québec. Et là, juste avant de partir, j'ai développé un concept audiovisuel avec des amis qui s'appelle J'ai le droit, qui était en fait des petites capsules pour apprendre le droit de manière amusante. Alors, tout le monde trouvait le concept génial. On a tourné 2 pilotes de manière amateur et ensuite semi-professionnelle qu'on a présenté aux producteurs en France. Donc, tout le monde trouvait ça super, mais la France étant ce qu'elle est, j'ai envie de dire, les décisions sont longues à être prises et les choses sont longues à bouger. Alors, bon, je me suis dit, je n'ai pas de temps à perdre, je prends ce projet-là et je vais le présenter au Québec. Je suis arrivé à Berry-UQAM, je me suis loué une petite chambre et pendant 2 semaines, je n'ai fait que du téléphone public avec une carte, des pièces et puis j'appelais les pages jaunes, j'appelais les producteurs. Je connaissais absolument personne. Et j'ai été reçu par un certain nombre de producteurs, dont un qui s'est montré vraiment très emballé par ce concept-là et qui voulait prendre ce projet et le présenter aux chaînes de télévision. Je m'en suis servi en fait comme monnaie d'échange pour trouver du travail et qui me donne du travail en échange que je lui confiais ce concept. Bon, donc j'ai eu vraiment un accueil, j'ai envie de dire un tapis rouge, des conditions très favorables. À peine je suis rentré dans cette compagnie-là que un des réalisateurs partait sur une des productions qu'ils avaient et ils m'ont demandé si je me sentais capable de leur monter des émissions qu'ils avaient déjà tournées. Et voilà, j'aurais monté une émission parce que j'avais amené mon ordinateur, j'avais appris par moi-même le montage et j'aurais monté une émission qui a été approuvée par TV5, ça s'appelait Portrait de famille avec Martine Doucet. Et voilà, donc j'ai embarqué comme réalisateur en n'ayant quasiment rien fait dans ma vie dans ce domaine-là. Alors c'était vraiment, j'ai envie de dire, le success story à la québécoise ou à la canadienne tel qu'on peut le rêver pour un Français dans le thème américain. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance dès le départ. Et vous avez même eu un prix en 2009 par Vox, c'est exact ? Oui, en fait, pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que ce concept-là, lorsque j'ai présenté donc avec le producteur en question, qui est Robert Montour de télévision d'ailleurs, mais qui n'a pas débouché à cette époque. Les formats courts n'étaient pas populaires et d'ailleurs le sont toujours pas comparé à la France, pour des questions de subvention, hein, tout simplement ici.
Il faut que les formats soient au moins de 30 minutes pour pouvoir être subventionnés. Donc, en fait, il n'a pas réussi à le vendre et j'ai décidé de ressortir ce concept-là lorsque j'ai entendu une publicité à la radio une publicité de Vox annonçant un concours dans lequel chacun pouvait proposer un nouveau concept de télé il y a à peu près 2 ans. Donc j'ai proposé cet ancien concept et j'ai eu la chance de remporter ce concours avec un prix de $100 000 pour produire cette émission. Donc c'est une émission qui a été produite l'année dernière à Vox, qui s'appelle J'ai le droit, et donc qui présente de manière humoristique des petites capsules informatives pour apprendre le droit, tout en s'amusant. Alors on va poursuivre après la pause musicale. Émeric Pasquier, vous avez choisi Oscar Benton. Pourquoi ce choix ? Oscar Benton, en fait, c'est vraiment une chanson qui vient me chercher. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas amateur de jazz ni de blues, mais c'est une chanson que j'ai découverte dans un film de Claude Lelouch qui s'appelle Tout ça pour ça. Et peut-être que c'est l'émotion du moment associée au contexte du film et cette musique-là est venue me chercher. Et depuis, je l'écoute très rarement, mais exprès, juste pour conserver cette saveur-là. Et c'est une chanson que je trouve très profonde et qui raconte en même temps une histoire. Et j'adore les histoires qui sont racontées. Celle-ci est en anglais. Mais on met des images facilement sur une musique comme celle-ci. Merry Christmas, you all. Oscar Benton, Bensonhurst Blues, c'est vos choix musicaux, toujours autant d'émotions? Oui, toujours autant d'émotions. Et puis, je pense que ça vient aussi me chercher parce que ça raconte l'histoire de quelqu'un qui réussit
très bien sa vie professionnelle, qui la place en avant-plan par rapport à sa vie familiale, qui finalement a l'impression de bien réussir sa vie, mais c'est une illusion parce qu'il se réfugie complètement dans le travail. Et on est tous tentés en tant qu'entrepreneurs de nous réfugier un peu dans le travail parfois. C'est très difficile de savoir bien équilibrer sa vie. Alors c'est peut-être pour ça que j'aime l'écouter de temps en temps. Pluridisciplinaire, vous avez travaillé comme caméraman, monteur, graphiste, photographe, réalisateur. De toutes ces disciplines, c'est l'aspect créatif que vous avez privilégié sur la technique. Est-ce qu'il y a une logique familiale ? Il n'y a aucune logique familiale. Mes parents ne sont pas du tout de ce milieu-là. Vraiment, la télévision ou le cinéma, on en est très éloigné en France. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'ai décidé de partir, puisque en France, si on n'a pas un diplôme particulier ou des connaissances particulières pour être intégré professionnellement, et encore plus sans doute maintenant qu'il y a 10 ans, c'est très difficile. Alors les choses sont très différentes d'ici parce que il faut continuellement se remettre en question, tout le temps lire des revues spécialisées. Moi, j'aime m'épanouir dans d'autres domaines et la créativité, c'est quelque chose que je trouve simple. C'est peut-être par paresse que finalement je me retrouve dans le domaine créatif, mais j'ai des idées qui me viennent naturellement à l'esprit. Alors, pourquoi forcer les choses ? Et puis, de toute façon, je suis arrivé dans le domaine audiovisuel par la technique, c'est-à-dire en sachant monter, en connaissant toute la base, en l'ayant apprise moi-même. C'était une bonne porte d'entrée et c'est bon d'ailleurs de continuer à avoir des notions, mais je pense qu'on peut s'entourer des personnes qui peuvent combler ces lacunes-là lorsqu'on est concentré sur une spécificité, l'audiovisuel. Aymeric Pasquier, vous déclarez que vous préférez être derrière la caméra et que vous avez simplement le goût de l'aventure et le sens du défi. Est-ce pour cela que vous avez créé le documentaire télévisuel Cowboys d'Amérique ? Cowboys d'Amérique, en fait, ça c'est un projet qui me trottait dans la tête pour rester dans la thématique depuis facilement 10 ans. Lorsque je travaillais en restauration, j'avais donc, comme je le disais un peu plus tôt, 6 mois de vacances par an et j'en ai profité pour faire des grands voyages, souvent tout seul d'ailleurs. J'en ai fait un notamment en Amérique du Sud pendant 5 mois où j'étais tout seul en sac à dos. J'étais de passage au Venezuela et mon rêve au Venezuela, c'était de monter à cheval. Alors, en plein milieu de la Pampa, si on peut utiliser ce terme-là pour le Venezuela, mais en plein milieu de la jungle, au détour d'une station essence, ça faisait 3 heures que je faisais du stop. Personne ne me prenait. Je suis allé à la station essence pour trouver une voiture qui pouvait m'amener un peu plus loin. Et là, je suis tombé sur un propriétaire de ranch qui m'a proposé de l'accompagner, en fait, dans son ranch. Et il s'est lié d'amitié avec moi très rapidement. Et je me retrouve dans, son pick-up à l'arrière, en train de me diriger vers la frontière colombienne, dans son ranch qui était perdu vraiment à 3 heures du premier village. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Je suis tombé dans une espèce de ranch, oui, énorme, typique, mais quand même assez dangereux parce que très reculé et proche de la frontière colombienne où la guérilla était toujours active. Et dès le soir même, les hommes étaient tous armés jusqu'aux dents et ils étaient complètement bourrés, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Enfin, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je fais là ? J'ai fait une connerie. Mais je suis resté finalement 15 jours parce que j'ai adoré cet univers-là et je l'ai trouvé tellement loin de la réalité, la réalité de citadin. C'était une expérience vraiment humaine très forte où le contact avec l'animal est très différent de celui qu'on peut avoir nous avec nos animaux. Évidemment, dans ces pays-là, un bœuf, c'est plus un animal pour survivre. C'est un meuble quasiment. C'est une manière de gagner de l'argent plus qu'un être vivant. Et le contact avec l'animal, j'ai trouvé très brutal. Mais vraiment, pour moi, c'était presque de l'agressivité ou de la brutalité gratuite, mais pour eux, c'est juste que ça signifiait rien. C'était pas une vie, c'était pas un être humain. Bon, je me suis lié d'amitié avec ces personnes-là, et puis leur style de vie était tellement loin du mien que j'ai voulu approfondir un peu l'expérience. Et je me suis juré de revenir, en fait, 15 jours plus tard, lorsque je suis parti, je me suis dit, je vais revenir. Je vais faire un reportage photo parce que les paysages, l'expérience de vie est tellement forte qu'il
il faut que je montre à quoi ça ressemble. J'avais pas la prétention d'être le seul à avoir vécu ça. En tout cas, j'avais vraiment cet intérêt, cette palpitation. 10 ans plus tard, ayant évolué dans le domaine de l'audiovisuel, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose en télévision. Et je suis parti 6 mois avec ma copine, en fait, il y a 2 ans, en Argentine, pour échapper en grande partie à l'hiver canadien et voir s'il était possible de diviser ma vie en deux, en profitant d'un été à l'autre, en sautant d'un été à l'autre en tout cas. Et à la fin de ce voyage-là, j'avais prévu de réaliser ce rêve-là que j'avais depuis 10 ans, qui était de faire un reportage ou un concept de télévision autour de l'univers des cow-boys. Je l'ai imaginé en me mettant moi-même en scène, en partant avec un de mes amis pour en fait rendre visite à tous les cow-boys d'Amérique. Donc ça consistait à traverser l'Amérique du sud au nord pour revenir au Canada. Donc moi, techniquement, j'ai envie de dire, je jouais le français qui venait de France. Et lui, c'est un Québécois. C'était Marc Denoncourt. Il est venu donc du Canada, du Québec pour me rejoindre en Terre de Feu, à Ushuaia, le point le plus extrême et la ville la plus extrême au sud de l'Amérique, et nous avons donc initié pendant 15 jours un rite, j'ai envie de dire presque un rite, un voyage en tout cas initiatique dans le monde des cow-boys, en vivant parmi les cow-boys d'Argentine, dans un premier temps en Terre de Feu, ensuite sur le continent en Argentine du côté de Buenos Aires, et on a vécu parmi eux une expérience incroyable de 10 jours de tournage. C'était un simple pilote, donc ça donnait lieu à 2 heures de pilote que l'on va présenter aux chaînes de télévision. Mais l'idée, c'est vraiment de faire une émission par pays et de vivre et de tenter de faire la même chose que ces cow-boys-là, qui vivent en fait à une époque charnière entre la modernité et les traditions. Ils vivent de plein fouet, j'ai envie de dire, les effets secondaires de la mondialisation et tous ces rites, toutes ces traditions qu'ils ont su cultiver depuis 300, 400 ans, pour certains, sont en train de se perdre. C'est un mélange de style entre l'aventure, entre le documentaire et entre la télé-réalité, puisqu'on montre toutes les expériences difficiles humaines d'un tel voyage avec tout ce que ça peut comporter. C'est-à-dire, on n'arrête pas la caméra, ok, là on tourne et puis on fait juste un petit segment, puis là on arrête. Non, c'est la caméra, elle roule tout le temps. Puis si on s'engueule, si on n'est pas d'accord avec certaines choses, on va le montrer. Donc je dirais pas que c'est du documentaire, c'est pas un documentaire, c'est pas une série d'aventures, c'est un mélange de tout ça avec petit aspect télé-réalité pour garder le côté humain, mais on fait des confidences à la caméra, un petit peu comme le feraient d'autres émissions qu'on connaît déjà. Alors on parle vraiment de ce qui vient nous chercher, de ce qu'on a appris, de comment on ressent le voyage, quelle est notre relation par rapport aux personnes qu'on vient de rencontrer, par rapport à l'activité qu'on vient de faire, ou encore avec la personne avec qui on voyage. Et c'est pas forcément facile, sachant que Marc ne parle pas espagnol, ça rajoute de la tension, puisque lui, en fait, il est animateur de télévision, Marc Denoncourt, à Canal Évasion ou à Vox, puisque c'est comme ça que je l'ai rencontré d'ailleurs avec J'ai le droit. Il était animateur de l'émission de télé-réalité, l'émission 2.0. Donc lui, il est habitué à ce que le monde tourne un peu autour de lui, il est habitué à poser des questions, à interagir avec les gens. Et c'est vrai que le fait de ne pas parler la langue et d'être immergé dans un contexte comme celui-ci avec une personne qui maîtrise bien la langue et qui interagit avec les autres. Lui, évidemment, ça vient le chercher et puis il se sent inutile et je peux tout à fait comprendre ça, sachant que son plaisir dans la vie, c'est l'interaction, c'est de découvrir les gens. Et là, malheureusement, la langue, il y a une limitation qui le frustre un peu. Bon, ça va évoluer avec le temps. Si l'émission, évidemment, se vend, on va pouvoir continuer ce voyage-là. Et je suis persuadé qu'on va voir son niveau de langue qui va s'améliorer et sa frustration devenir un plaisir et une gloire. Mais pour l'instant, en tout cas, dans le pilote, c'est intéressant de voir que ça crée des tensions. Qu'en est-il aujourd'hui de la distribution et de la diffusion ? En fait, ce projet-là a été présenté à TV5. Il a été refusé par TV5, mais TV5 ici au Canada, mais je vais le présenter à TV5 Monde de toute manière. Je pense qu'il devrait avoir un certain écho là-bas. Et surtout en Europe, je pense que c'est un projet qui va toucher davantage les Européens et les Français, puisque, j'ai envie de dire, l'univers des cow-boys, le mythe des cow-boys prend
d'autant plus d'ampleur à l'étranger, dans le monde entier d'ailleurs. C'est juste en Amérique, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, qu'on est un petit peu plus habitué, disons, à cet univers-là. Il y a un site internet, hein, c'est www.cowboy Cowboy avec un s.am pour Amérique. Je pense que les codes sont disponibles sur Facebook et ensuite on peut aller voir sur le site internet pour débloquer, puisque ça n'est pas accessible à tout le monde. On va poursuivre après la pause musicale. Vous avez choisi Africando. Oui, alors Africando, c'est un mélange de styles, en fait, j'ai envie de dire caribéen, avec des origines africaine. Le mélange de styles, pour moi, que ça soit en architecture, que ça soit en nourriture, que ça soit en musique, je pense que c'est l'avenir de la planète. On est vraiment liés les uns les autres et on va l'être de plus en plus avec les différents moyens de transport et de communication qui s'offrent à nous. Tous les styles vont se mélanger, c'est l'avenir de la planète et c'est ce qui donne d'ailleurs les plus beaux bébés. Et là, pour moi, ce morceau de musique, c'est un superbe bébé et en plus, c'est un morceau français pour couronner le tout. C'est-à-dire, c'est, je crois, une chanson de Sacha Distel qui a été repris version salsa africaine par Africando All Star. Ta mère ne le sait pas. Oh, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh, papa, quel scandale si maman savait ça. 2 ans passaient, puis le garçon un soir vint trouver son père et lui dit plein d'espoir: la maîtresse d'école veut bien m'épouser, mais le pauvre père pris d'un air accablé: mon fils, tu ne peux pas. Mon fils, tu ne peux pas. Mon fils, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Mon fils, tu ne peux pas. Mon fils, tu ne peux pas. Car cette fille est ta sœur et ta mère ne sait pas. Gigi, c'est tout ça. Ça. Que cosa, que pena, que tristeza, que lástima. ¡Sabrosón! Cette fille est ta sœur. Quel scandale si maman savait ça. Mon garçon, tu ne peux pas l'épouser. Quel malheur, quel grand malheur pour moi. C'était en Haïti, t'ai rencontré Gigi. Quel scandale si maman savait ça. L'était tellement belle, l'était tellement belle. Quel malheur, quel grand malheur pour moi. Ou pas sa Mariavel, parce que lycée tisseur. Sylvie Dubreuil avec vous pour Réussite au féminin. Nous sommes toujours en compagnie d'Aymeric Pasquier, réalisateur, concepteur, organisateur d'événements dîners en blanc en Amérique du Nord.
Scandalo. Oui, le scandale. Encore une fois, parmi les choix musicaux, c'est une chanson qui raconte une histoire. Et puis qui est très parlante, qui est très symptomatique, j'ai envie de dire, de tout le bassin caribéen, de toute l'Afrique, l'histoire des scandales entre les familles, l'infidélité. J'ai envie de dire, entre les chansons d'amour et les chansons d'infidélité, je pense que à travers ces deux thèmes, on doit compter à peu près 95 ou 98% des chansons latines là-dedans, dans juste ces deux thématiques-là. Donc là encore, on imagine très bien l'histoire, ça met des images sur la musique, sur les paroles, et j'adore ça. Nous avons parlé de votre parcours, Aymeric Pasquier, de votre réalisation, de la conception des séries d'émissions de télévision. Le dîner en blanc, lancé par votre père, François Pasquier, à Paris il y a plus de 20 ans. Vous, Aymeric Pasquier, vous organisez les dîners en blanc de Montréal, New York. Expliquez-nous le concept du dîner en blanc. Bon, alors pour reprendre le concept à la base, c'est un concept qui est né il y a 24 ans à Paris, suite à un séjour qu'on a fait de 2 ans en fait à l'étranger. On est parti à Tahiti pour vivre, ma famille, en fait c'est mon père qui a emmené sa famille à l'époque vivre à Tahiti. Et lorsque on est rentré, mes parents, pour reconnecter un petit peu avec leur réseau autour d'eux, ils ont créé un concept simple que n'importe qui pourrait créer dans son jardin, c'est-à-dire j'invite mes amis et ils apportent un petit peu de nourriture et un nouvel ami pour connaître d'autres personnes, pour reconnecter un petit peu. Donc le jardin en fait est devenu très rapidement trop petit. Naturellement, ils se sont donné rendez-vous dans les parcs du voisinage et pour se reconnaître, puisque tout le monde ne se connaissait pas de visu, ils ont adopté j'ai envie de dire le dress code blanc. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Ça a démarré vraiment entre amis, tout simplement, sans structure, sans évidemment autorisation, puisqu'il n'y avait pas de lieu convoité à l'époque qui était, disons, très sensible. D'année en année, le concept grandissant et puis les amis s'en parlant de bouche à oreille comme ça, eh bien, ils se sont dit un jour, ok, si on allait dans un endroit magnifique à Paris, pique-niquer, on apporte les tables, les chaises et on structure un peu ça. Évidemment, à l'époque, là, il y a 20 ans, je veux dire, c'était pas aussi facile que maintenant. C'est sûr que l'événement est connu. Aujourd'hui, il y a moins de mystère par rapport à qui organise déjà, puisque la particularité du Dîner en blanc, c'est qu'il n'y avait pas d'organisateur. C'était toujours le voisin. Dès que la police arrivait et puis qu'on demandait qui est l'organisateur, c'était toujours le voisin. Ce qui fait que là, ils tournaient en bourrique, comme on dit. Ils ont su que c'était mes parents, on était sur écoute et le but du jeu, chaque année, c'était de savoir où allait se tenir le dîner en blanc pour bloquer les invités qui n'avaient pas d'autorisation avant qu'ils ne puissent s'installer. Puisqu'une fois qu'ils sont installés, lorsqu'on voit des centaines et des centaines de personnes comme ça, habillées de manière très élégante, il n'est plus question d'arriver avec les matraques et puis d'essayer de les chasser. Mais plusieurs fois, c'est vrai que le dîner en blanc était bloqué par les quarts de police. Donc c'était toujours des compromis, des négociations au dernier moment pour trouver où ils allaient pouvoir les amener. Alors parfois, les groupes entiers s'étaient fait bloquer. Ils ont été ensuite conduits à d'autres endroits moins sensibles que, mettons, la place de la Concorde. La première fois qu'on avait essayé de la prendre, là, ça avait été bloqué complètement. Tous les CRS étaient là et connaissaient l'information. Le Louvre, on avait la moitié des invités qui avaient réussi à s'installer, l'autre moitié qui a été bloquée par les quarts de police. Et à la moitié du repas, la police a escorté toute l'autre partie pour venir nous rejoindre et s'installer avec nous. Ça s'est toujours très bien passé, en fait. C'est un pique-nique chic. Pour répondre à ta question, c'est un pique-nique chic, élégant, qui se déroule en règle générale dans un endroit public. Et toujours en interaction avec la ville. C'est-à-dire, c'est pas un endroit que l'on va choisir, qui va être isolé, qui va être magnifique, mais où personne ne nous voit. Non, il faut qu'il y ait un contact avec la ville, il faut qu'il y ait un contact avec les passants, avec les voitures, si c'est possible, mais il n'y a pas d'interruption du trafic. Vraiment, on ne demande pas d'autorisation. En tout cas, Montréal, j'expliquerai qu'il y a des choses qui sont un peu différentes, mais à Paris, c'est vraiment, il n'y a pas d'interruption de trafic, il n'y a pas de voies qui sont bloquées, il n'y a même pas d'espace VIP. Il n'y a rien du tout. C'est juste, on s'installe, on profite, en fait, on réapproprie le temps d'une soirée, le patrimoine qui nous appartient et pour lequel on paye des impôts, tout simplement. Aujourd'hui, Paris, c'est plus de 10 000 personnes, donc comment ces gens se déplacent sans bloquer la circulation? Il y a 2 moyens de locomotion. Les 2 sont très organisés. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des invités à Paris qui viennent en bus et l'autre moitié qui se déplacent en métro. Donc ce sont la manière dont ça fonctionne, c'est que ce sont des chefs qui se trouvent à différents endroits de la ville, qui reçoivent leurs invités. Et là, soit ils se déplacent en métro, ou soit il y a des bus qui sont spécialement affrétés
pour l'occasion et dans lesquels les invités montent. Ils sont emmenés sur place et c'est juste dans le temps du trajet, en fait, une demi-heure avant l'événement, qu'ils apprennent à quelle station ils doivent descendre ou s'ils sont dans le bus, ils vont apprendre effectivement dans le bus où ils vont aller puisqu'ils reçoivent à ce moment-là un plan très précis où mettre leur table, où s'installer. Donc, il n'y a pas de place au hasard, on ne s'installe pas là où on veut. Les personnes qui sont avant, les personnes qui sont après, tout ça, c'est prévu, j'ai envie de dire, au centimètre près. Donc, c'est très, très organisé, très encadré et c'est la seule manière qu'on ait trouvé, finalement, d'être toléré par les autorités d'année en année et de pouvoir aller dans des places aussi magnifiques que le Louvre, que le Jardin des Tuileries, le Champ de Mars, la place de la Concorde, la place de l'Étoile, les Champs-Élysées. Donc tous les beaux endroits à Paris y sont passés. Et ici à Montréal, ça a eu lieu, puisque c'est la 4e année cet été, eh bien ça a eu lieu dans 3 endroits différents. Donc, le Vieux-Port, on a commencé par là à 1000 personnes, 1200 personnes. Ensuite, on est allé au Square Victoria. On était 2200. Et l'été dernier, nous étions 3200 à festoyer Place du Canada. Comment vous choisissez vos lieux? Les lieux sont choisis. D'abord, c'est une question d'espace. Il faut que l'endroit puisse recevoir suffisamment d'invités, puisque, évidemment, la liste d'attente grossit d'année en année. C'est même une volonté que de ne pas dépasser les 4000 ou 5000 personnes. Juste pour vous donner un exemple, à New York, mettons pour le premier événement, il y avait 31 000 personnes sur la liste d'attente pour le premier événement. C'est complètement fou. Évidemment, on est dans d'autres proportions puisque ce sont les États-Unis, mais on a juste accepté 1200 personnes. C'est certain qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent participer, mais c'est une volonté de grandir de manière organique ou de manière vraiment contrôlée d'année en année, juste pour garder les plus motivés, j'ai envie de dire, des invités et également d'être sûr qu'il n'y ait pas de débordement, que les invités vont participer à fond au concept. Et participer à fond au concept, ça veut dire non seulement s'habiller de manière très élégante, de cuisiner le meilleur plat pour cette soirée, d'apporter le meilleur vin ou le meilleur champagne. Évidemment, l'argenterie, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de papier, tout doit être de la vaisselle en dur. Donc, il faut vraiment rentrer dans le concept. Hein. Et on sait que plus j'ai envie de dire, plus on rend l'événement un peu exclusif, plus ceux qui vont être là vont se sentir valorisés et vont valoriser leur propre événement. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé à Paris et on garde un peu la même formule. Il y a des différences entre Paris et Montréal, par exemple, ne serait-ce par rapport aux autorisations. Là, vous fournissez les tables? Non, en fait, oui et non. C'est-à-dire que la première année, effectivement, on ne savait pas si ça allait fonctionner. C'était une première année test en 2009. Donc, on a loué des tables, on a loué les chaises et on a arrangé tous les invités pour qu'ils aient le moins de soucis logistiques. Alors qu'à Paris, depuis le début, les invités apportent leurs tables, leurs chaises, leurs paniers de pique-nique, évidemment, même dans le métro. Donc, ils sont vraiment équipés de chariots et ils connaissent le règlement, donc ils jouent le jeu. Ici, à Montréal, donc la première année, pour faciliter les choses, on avait loué. Et ensuite, la deuxième année, on a dit à tout le monde, OK, vous achetez vos propres tables. Et c'est vrai que la deuxième année, on a fabriqué nos propres tables et on les vendait pour faciliter les choses, puisque il y a des dimensions particulières à respecter pour pas que les tables soient trop grandes ou trop petites, puisque nous, on prend les calculs en fait de l'espace en fonction de certaines mesures et on peut pas se permettre que des personnes apportent des tables plus longues et se retrouvent finalement dans des endroits qui sont dangereux. Il y a effectivement cet aspect logistique que les invités doivent assumer eux-mêmes, en plus de leur panier, en plus j'ai envie de dire, de l'accoutrement et puis du code de bonne conduite, puisque chacun doit nettoyer son espace en partant. Donc ça, c'est vraiment très important pour que l'on puisse retourner l'année prochaine, qu'on laisse l'endroit aussi beau, aussi propre, si ce n'est plus, que lorsqu'on est arrivé. Donc, il faut comprendre que le dîner en blanc, c'est pas un événement où on met les pieds sous la table, c'est un événement où chacun crée son propre dîner, où chacun va contribuer, un peu comme une petite fourmi, va contribuer à fourmilière, mais là, c'est la même chose, c'est le même principe. Les fourmis blanches vont vraiment construire leur propre événement et vont en faire un succès. C'est pour ça qu'il y a une ambiance très particulière, en fait, au dîner en blanc, c'est qu'on n'est plus spectateur. Il suffit pas de payer un gros prix pour être en position de spectateur et pour voir ce qui se passe. Non, on contribue, on paye pas cher, on paye moins de... c'est $30 d'ailleurs le tarif.
25 ou 30 $ en métro ou en bus, et on participe soi-même au succès de son dîner. Et ça, c'est très important, et c'est ce qui donne, on ne comprend pas pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe au dîner en blanc, et c'est quoi qui crée cet engouement-là. Mais moi-même, d'ailleurs, au bout de 25 ans, je me pose toujours la question, mais je pense qu'une des clés du succès, c'est vraiment que chacun contribue et s'investit depuis des semaines avant l'événement. Chacun va aller trouver son petit accessoire qui va faire la différence par rapport à ses voisins. Puis, donc pendant des semaines, en fait, on pense qu'à cet événement-là, qu'est-ce qu'on va porter, qu'est-ce qu'on va cuisiner. Et c'est un accomplissement que d'arriver le soir de l'événement et de vivre ce moment aussi court, puisqu'il est volontairement court, on s'arrête de fêter à 23h. Mais donc c'est très court finalement pour tous les préparatifs que ça a demandé, mais ça donne un concentré d'énergie qui est waouh, et qui est d'ailleurs très différent d'un pays à l'autre. Hein. Entre Montréal et Paris, ou New York d'ailleurs, l'ambiance n'a rien à voir. Quelles sont les grandes différences entre Montréal, Paris et New York ? À Paris, on remarque que, bon déjà, il faut dire la moyenne d'âge est quand même beaucoup plus âgée, puisque c'est mon père qui a créé ça, puis il a maintenant 67 ans. Donc, tous ses amis sont à peu près du même âge. Il y a effectivement j'ai envie de dire, la deuxième génération qui arrive et qui reprend un petit peu le flambeau avec les piétons qui sont beaucoup plus jeunes, mais c'est moins festif, il y a moins l'esprit à la fête, c'est plus formel, c'est peut-être un petit peu plus élégant, mais c'est beaucoup plus réservé. Montréal, ce qui caractérise Montréal, c'est vraiment l'esprit de la fête. C'est sûr qu'on a été dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à Paris, il n'y a pas forcément de DJ, il n'y a pas de performance live. On a rajouté ces éléments-là à Montréal pour donner un petit peu plus, pour accentuer l'esprit de fête. Et donc, il y a des performances pendant le souper où des artistes live soit vont danser, soit vont chanter. Il y a déjà une préparation à ce niveau-là. On a de la musique pendant le souper. Et ensuite, la piste de danse ouvre à 9h30, juste après les feux de Bengale. Et là, c'est le DJ. C'est vraiment la fête, la piste de danse qui ouvre et tout le monde se jette sur la piste de danse et trouve ça toujours trop court. Mais on remarque, et vraiment, mon père est venu encore cette année et il m'a dit à quel point il aimait Montréal pour l'ambiance qu'il y avait. C'est quelque chose qui ne se retrouve pas ailleurs. New York, par exemple, c'est le premier événement. Il faut leur laisser un petit peu de temps également de s'habituer. Mais là, c'était très, très sage, très smooth, très bucolique, romantique. Tout le monde était un petit peu dans sa bulle. C'était très beau, très magique. On a eu une chance incroyable de tomber entre les gouttes d'Irène, le cyclone. Donc il y a eu une interstice avec le soleil qui est sorti entre une journée complètement catastrophique, une tornade juste le jour même. Et lorsqu'on a arrêté d'ailleurs à 23h15, pouf, le déluge encore une fois. Ça, c'est un des miracles du dîner en blanc. Et je peux encore le dire, tant que ça n'a pas eu lieu, il n'a jamais plu au dîner en blanc depuis 23 ans, alors que à chaque fois, en tout cas 90% des fois, il pleut le jour même et il pleut le lendemain. Ils ont le regard dur dans de grands yeux de fan, une arme à la ceinture et des gestes d'enfant. Ils portent le maillot de leur joueur préféré et tatoué sur la peau un Christ ensanglanté. Nuit et jour en maraude, ils vivent de fumée et de diverses fraudes, les garçons de mon quartier. Et moi je vais prier, la main dans nos yeux fermés, impassible sous les fleurs et sous son voile de douleur. Ô Sainte Vierge des tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés, les garçons de mon quartier. Ils portent le prénom d'acteurs américains. S'il suffisait d'un nom pour changer de destin, mais Nelson ou Brian prendront à la sauvette, ivres de Marie-Jeanne, une balle dans la tête. S'ils disent que demain est un mot inventé, c'est qu'ils n'espèrent rien, les garçons de mon quartier. Et moi je vais prier, la main dans nos yeux fermés, impassible sous les fleurs et sous son voile de douleur. Ô
Sainte Vierge des tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés, les garçons de mon quartier. Parmi eux j'en aime un ange de beauté, on dirait un gamin s'il n'était dévoyé, trafiquant et sicaire et parfois prostitué. Je ne donne pas cher de sa peau adorée, alors je serai veuve avant d'être mariée. C'est là la triste épreuve des filles de mon quartier. À quoi bon te prier, belle madone au cœur fermé, impassible sous les fleurs et sous ton voile de douleur? Ô Sainte Vierge des tueurs, combien faut-il qu'il en meure pour que tu daignes regarder les garçons de mon quartier? Ô Sainte Vierge des tueurs, verse un peu de douceur sur les cadavres jeunes et beaux de l'antico de mi barrio. Nous sommes toujours en compagnie d'Aymeric Pasquier, organisateur du Dîner en Blanc en Amérique du Nord. Une question que les auditeurs se posent sûrement, comment s'inscrit-on au Dîner en Blanc de Montréal ? Comment on s'inscrit pour Montréal? Ça, c'est une bonne question. En fait, le mieux, c'est de connaître quelqu'un de l'organisation ou un invité qui est déjà présent dans l'organisation, puisque la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on favorise en fait le parrainage. C'est-à-dire que chaque invité qui a participé, qui est membre du Dîner en Blanc, est automatiquement réinvité l'année d'après. Et lorsqu'il se réinscrit, il peut inscrire une nouvelle personne. C'est comme ça en fait que ça fonctionne. Au départ, le Dîner en Blanc, c'était un événement d'amis. Et d'ailleurs, à Paris, il n'y a même pas de liste d'attente. C'est vraiment qu'exclusif. C'est vraiment, il faut connaître quelqu'un de l'organisation ou avoir des amis qui sont connectés là-dedans. Ici, on l'a ouvert un petit peu à l'extérieur. Donc, il y a une liste d'attente qui est disponible sur le site web. Donc, dînerenblanc.info. Pour Montréal, c'est montréal.dînerenblanc.info. De toute manière, si vous faites une recherche sur Google, vous allez le trouver. Et donc, il y a une liste d'attente. Il faut simplement inscrire son nom. Ça, c'est une autre manière de procéder. D'ailleurs, moi, je recommande de faire les deux. Mais vraiment, connaître quelqu'un, c'est la meilleure ou quelqu'un de l'organisation, c'est une des manières les plus sécuritaires de pouvoir avoir sa place au prochain Dîner en Blanc. Le prochain Dîner en Blanc était 2012. Est-ce que la date est déjà arrêtée? Je pense que ça devrait être le 16 août, sous toute réserve. À vérifier, là, faites une petite recherche rapide, ça sera confirmé d'ici très prochainement. Donc on peut dès maintenant commencer son inscription, être en liste d'attente ou aller voir qui est-ce qu'on peut connaître qui est déjà allé au Dîner en Blanc. Oui, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de connaître la date vraiment de l'événement pour savoir ça. Donc oui, la liste d'attente est déjà en ligne, vous pouvez vous inscrire. Et par contre, il y aura un nombre très limité de places pour cet événement-là. On devrait être cette année aux alentours de 4500, quelque part au centre-ville. Alors on le rappelle, le Dîner en Blanc, il s'agit d'une grande réunion d'amis qui se réunissent une fois par an dans un endroit public, tenue secret. Élégance, convivialité, savoir-vivre et respect sont les prémices de ce pique-nique chic. Ce concept inédit et audacieux, vous lancez la franchise, la marque du Dîner en Blanc dans le monde. Est-ce que offrir un service clé en main permettant à qui le désir de créer un Dîner en Blanc résulte à de nombreuses sollicitations de la part de villes que vous avez reçues? Oui, et puis chaque semaine, on reçoit des nouvelles demandes d'un peu partout dans le monde. Donc c'est très excitant de voir chaque semaine des nouvelles villes apparaître et des personnes qu'on ne connaît pas à l'autre bout du monde nous demandant quelle est la procédure pour créer un Dîner en Blanc. En fait, c'est une idée que j'avais depuis un moment, effectivement, de pouvoir proposer la formule à d'autres villes. Alors comme on ne peut pas se multiplier en 50 pour créer des dîners en blanc, puisque ça prend beaucoup de temps premièrement, et deuxièmement, il faut quand même avoir un réseau sur place. Il faut vivre en fait sur place dans la ville pour pouvoir créer son propre dîner en blanc. Donc l'idée était de structurer
structurer l'événement, contrairement à Paris qui est très organique, très déstructuré, un peu tout le monde fait comme il veut. Ici, on a vraiment créé une formule qui est applicable et reproductible un peu dans d'autres contextes. Donc on fournit des outils en ligne, que ce soit un site web, que ce soit un compte Facebook, que ce soit les outils d'enregistrement et de gestion des invités à qui le désire, à qui va respecter le cahier des charges qu'on va lui donner. Donc on a créé un cahier des charges qui, disons que pour encadrer et pour être certain que les principes du dîner en blanc vont être respectés. Et on fait un suivi avec cette personne-là à l'autre bout du monde, soit par téléphone, soit par email, mais on leur dit ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes pour créer un dîner en blanc. Évidemment, on veut vraiment préserver le fait que ça n'est pas un événement qui est commercial, qui n'est pas fait pour gagner de l'argent. À Paris, tout est gratuit, par exemple. Ça continue à être gratuit, d'ailleurs, l'événement. Donc, il faut garder... Ici, Montréal, on ne peut pas le faire gratuitement, simplement parce que il y a besoin d'argent pour les autorisations, pour les assurances, pour les permis de ceci ou de cela. Donc, on a besoin mais il faut que ça reste très raisonnable et que ça ne soit pas un prétexte d'organiser un tel événement pour gagner de l'argent. Donc, on essaie également de faire le tri entre les personnes qui sont compétentes, les personnes qui sont intéressées par l'aspect lucratif. Donc, ça prend du temps de démêler tout ça. Mais on devrait normalement voir une dizaine de nouveaux dîners en blanc apparaître l'été 2012. Je dis l'été, mais finalement, dans l'hémisphère sud, ça risque d'être l'hiver. Donc, ça va être toute l'année des dîners en blanc. Est-ce qu'il y a déjà des villes qu'on peut savoir, comme Sydney, il y a même Tokyo, non? Singapour. Ouais, en fait, en Asie, c'est la première ville asiatique à recevoir le dîner en blanc. Ça va être cet été à Singapour, normalement au mois de juin. Les villes ne sont pas encore confirmées, donc je ne peux pas donner comme ça des noms de villes. Il y a quand même une majorité de villes qui sont américaines, des grands noms de villes qui font un petit peu rêver en tant que Français, en tout cas ça me fait rêver. Donc j'ai hâte de les découvrir, mais il y a des villes canadiennes, il y a des villes américaines, australiennes et asiatiques et européennes également qui emboîtent le pas, sachant qu'il y a déjà une quinzaine de dîners en blanc en Europe, mais là ensuite ils vont petit à petit, une fois qu'on sera constitué en réseau, eh bien ils vont se joindre à nous, se joindre à l'organisation et constituer un énorme réseau de personnes membres du dîner en blanc. Le but dans tout ça, c'est de pouvoir participer à des dîners en blanc en tant que membre à Montréal. Je vais pouvoir participer à Philadelphie, à San Diego, à Sydney ou à Singapour et pouvoir m'inscrire facilement dans d'autres dîners en blanc. Donc c'est l'avantage qu'on va donner aux membres du dîner en blanc. Ça ne sera plus local, ça sera international. Le service clé en main a déjà démarré, si je me trompe, avec la ville de Québec, en fait, en 2011. Pour la ville de Québec, c'est vraiment deux personnes qui m'ont approché en me disant on rêve d'organiser un dîner en blanc à Québec, est-ce qu'on peut? Ces deux personnes ne se connaissaient pas. J'aurais dit, écoutez, venez vivre l'expérience d'abord à Montréal. Donc, ils sont venus et effectivement, ils se sont connus, puisque je les ai mis dans le même bus, ils se sont connus et ont voulu créer l'événement ensemble et ils s'entendent super bien maintenant. Ils ont créé un événement qui est fabuleux à Québec l'été dernier et ça a été un bon test pour voir si la formule pouvait fonctionner comme ça. Effectivement, on a eu la confirmation que ça fonctionnait. Alors pour Québec, on a vraiment eu le test parfait. À New York, on l'a organisé nous-mêmes en fait avec la ville de Montréal. Donc c'était pas un vrai test américain, mais là ça va aller pour l'été prochain. Émeric, si vous croisiez le petit garçon de 10 ans que vous étiez, que lui diriez-vous? Je lui dirais, je suis désolé, ça a pris plus de temps que je pensais. Quand j'avais 10 ans, 12 ans, je m'imaginais, évidemment, à cet âge-là, on conçoit un idéal. On n'est pas conscient de toutes les difficultés qu'il y a et du temps que ça va prendre à parcourir un certain chemin. Mais j'ai l'impression que je respecte ce chemin-là, mais que je suis vraiment pas rendu là où je m'imaginais être lorsque j'étais plus jeune. Donc, ça prend plus de temps. D'ailleurs, c'est un peu j'ai envie de dire, le défaut des perfectionnistes. À chaque fois que je fais quelque chose, je multiplie par 2 le temps que, en fait, ça me prend parce que je suis très lent dans mes démarches, dans mon travail. Mais je tiens à ce que ça soit bien fait et j'y mets beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est sans doute ça que je lui dirais. Je dirais, je suis désolé, mais je vais y arriver.
Émeric Pesquet, merci infiniment de votre présence. Merci beaucoup Sylvie. On va se quitter avec Maria Callas. Pour moi, le classique, l'opéra et à plus forte raison Maria Callas, c'est une manière de me replonger dans quelque chose que je peux pas identifier. C'est comme un autre univers. C'est une manière pour moi d'aller trouver l'inspiration, de me reconnecter à l'essentiel ou d'obtenir des idées, d'aller puiser dans le bassin créatif. En général, je me prends un bon bain chaud et j'écoute de l'opéra et j'ai des milliers d'images, j'ai des milliers d'idées qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas comment, mais ça marche. C'était Sylvie Dubreuil avec vous pour Réussite au féminin, en collaboration avec Guy Lafrance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Restez des nôtres. Menschen